Bonjour tout le monde. Bon, je trouve qu'on a peut-être beaucoup d'étudiants aujourd'hui. On va parler de kiné du sport et on va parler d'un sujet bien particulier en kinésithérapie du sport, ce qu'on va parler réathlétisation. Alex en fait, j'en fais aussi. On le fait différemment et on l'a pas appris en IFMK. C'est venu après. Et on va parler de cette, pour moi, spécificité de la kiné du sport. Pour moi, mise de côté, qu'on ne voit pas assez peut-être aussi en libéral. Et on va peut-être commencer aussi par nos présentations. Alex, Move Therapy, vas-y, à toi l'honneur. Donc moi c'est Alexandre, je suis kiné du sport sur Angers. Ça fait maintenant 6 ans. On a été diplômés la même année, donc ça fait 6 ans, dis-moi si je me trompe. 2017. Ça fait 6 ans que j'exerce. Je suis essentiellement spécialisé sur le membre inférieur, tout ce qui va être éducation, ligament croisé antérieur, genou. Lucas, tu pourras en dire un mot. Lucas qui a été en stage avec moi, voilà, sur Angers. Donc voilà, anciennement sportif professionnel en hockey sur glace et en pleine reconversion triathlon et trail, course à pied. Voilà. Tu travailles où? Sur Angers, dans un gros centre de rééducation. On a plus ou moins 1000 m², un peu plus de 1000 m² de rééducation. Donc c'est vrai qu'on a un espace et un cabinet de travail qui est pas le cabinet lambda dans lequel bosse tout le monde. Donc par rapport au sujet dont on va parler après, la réathlétisation, c'est vrai que j'ai des facilités, mais on en discutera. Moi, je ne vais pas sur le terrain faire de la réathlétisation à la différence de Pierre. Donc on va essayer de démêler un petit peu la réathlétisation qu'on peut faire en libéral dans nos cabinets et que moi, je vais pouvoir faire dans un gros centre avec peut-être la réathlétisation qu'on peut faire dans un plus petit cabinet et la réathlétisation qu'on peut faire sur terrain avec les sportifs. Ouais, le binôme était bon là-dessus. On ne travaille pas dans les mêmes structures. Je travaille dans un cabinet plus classique, parisien. Il y a moins de place. Je suis obligé d'aller dehors aussi pour faire de la réathlétisation, donc on va en parler. Bon, très rapidement, je m'appelle Pierre. On a 31 ans, ça y est. Diplômé en 2017. Je suis kinésithérapeute du sport depuis quelques années, 4 ans. J'ai suivi une formation en kinésithérapie du sport. Et je travaille principalement avec du sportif au cabinet, c'est 90% de ma patientèle. Et je travaille en dehors de celui-ci avec des sportifs professionnels sur des événements sportifs. Je suis présent chaque année sur le Dakar, sur les 24 heures du Mans, voilà, ça c'est l'automoto. Et beaucoup avec des footballeurs pro aussi. J'ai fait 3 ans dans le foot pro. Là je sors tout juste de National et j'étais auparavant au Paris FC pendant 2 ans. Donc voilà. Donc on va vous parler de réathlétisation. On ne fait pas la même prise en charge là-dessus aussi. Et d'ailleurs, on va commencer par le commencement, définir peut-être ce que c'est aussi la réathlétisation. Et Alex, je te pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas la poser plutôt déjà? Est-ce que vous avez déjà tous entendu parler ici de réathlétisation? Non? Oui, je vois des non, je vois des oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de nous donner, il n'y a pas de mauvaise réponse, une petite définition de ce que pourrait être la réathlétisation selon vous? Il n'y a pas de main qui se lève, je vais vous chercher. Je te vois réfléchir. Je te vois réfléchir. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ok. Ouais, j'ai pas de définition exacte. Réathlétisation, je dirais que c'est la phase qui nous permet après d'accéder au RTP, donc retour au terrain, retour à l'entraînement et retour à la compétition à la fin. Donc je dirais que ça suit la phase de rééducation pure et c'est la transition vers le retour au terrain. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Tu as utilisé le mot RTP, on est déjà plus loin, c'est super. Retourne to play. Et il y a différentes phases et c'est intéressant de les dissocier aussi. Et le RTP, oui, c'est ça. C'est ce moment si particulier où il faut lutter et continuer de lutter contre le détraining, où il faut remettre de la gestuelle spécifique sportive en place. Et on parle de RTP. Et après, on parlera de RTC, de retour à la compétition. C'est exactement ça. Alex? Non, rien à dire de particulier là-dessus. En effet, la réathlétisation, c'est vraiment cette phase un peu cruciale où on va essayer de se rapprocher au maximum de la gestuelle du sportif, de l'intensité, de la fatigue, du stress que le sportif va pouvoir rencontrer pendant ses entraînements en club, pendant ses compétitions. Et ça, je propose qu'on en parle un petit peu. C'est quelque chose qui est très difficile à faire en tant que kiné en cabinet. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que moi j'ai la chance, parce que je vois ça comme une chance, de travailler dans un gros centre où on a beaucoup d'espace, où on a beaucoup de matos. Et c'est encore difficile de remettre en fait le sportif ou la sportive dans des conditions de stress et de fatigue qui se rapprochent le plus possible, si ce n'est pas qui se rapprochent totalement de la fatigue et du stress qu'il va rencontrer pendant sa compétition. Donc c'est là où pour moi je pense que Pierre il a un gros plus sur l'aspect réathlétisation, c'est qu'aller sur les terrains aujourd'hui c'est vraiment primordial.
Moi, j'ai un de mes collègues au cabinet qui fait ça. Moi, je ne le fais pas par raison personnelle parce que je sors du sport de haut niveau où je m'entraînais tous les soirs après mes journées de boulot. J'ai 2 enfants, j'ai une vie sur le côté, enfin voilà, j'ai des projets. Donc je ne peux pas me permettre d'aller fin de journée, quand j'ai fait 8h, 20h, d'aller de 21h jusqu'à 22h sur les terrains avec mes patients. Mais j'ai un collègue qui le fait et je lui envoie tous mes patients, ou quasiment tous, pour faire cette réathlétisation et cette partie sur terrain. Pierre, je pense que tu peux toucher un mot sur ce que tu fais sur le terrain. Ça va beaucoup plus se rapprocher de la réat. Je rebondis sur ce que tu dis. Pour moi, on s'oppose à quelque chose en France qui est assez particulier, c'est que si on ne fait pas de réathlétisation, selon moi, et je pense que tu es d'accord là-dessus, on ne va pas jusqu'au bout de la rééducation. Tout à fait d'accord. Réathlétisation et rééducation, c'est la même chose. Et je pense que si on va jusqu'au bout de la rééducation avec notre patient, on ne peut pas passer par cette case-là. Quelques chiffres un petit peu pour étayer un peu mes propos. 35% sur des LCA, on va parler. 35% des gens qui ne font pas de réathlétisation. Il y en a un qui se marre parce que ça y est, je fais de l'EBP un peu. Ouais. Et je ne suis pas que sur le terrain. 35% des gens qui ont eu un ligament croisé antérieur, qui n'ont pas eu de phase de réathlétisation, ne retrouveront pas 2 ou 3 ans après le même niveau sportif. Si on en vient un peu sur les lésions musculaires au niveau des ischio-jambiers, les personnes qui ne réalisent pas de réathlétisation et donc du sprint à haute intensité, c'est 50% de récidive en plus. Quand on voit ces chiffres-là, on ne peut pas s'empêcher de penser que la réathlétisation est essentielle et qu'on l'oublie trop. Pourquoi on l'oublie? Parce que je pense, et il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est super, on va en parler, parce que je pense qu'en IFMK, on n'en parle jamais, parce qu'on nous parle de proprioception, de renforcement musculaire quelquefois, qu'on nous parle de détraining, de travail cardio peut-être un petit peu, mais on ne va pas nous parler d'un changement de direction, d'un pattern de sprint, alors que quand on fait de la kinésithérapie du sport, c'est pas déjà, selon moi, trop poussé. Il nous le faut. Quand vous allez rééduquer quelqu'un après avoir fait du gros hamstring, du gros deadlift et tout ça sur une LMA des ischio-jambiers, je parle de déchirure, eh bien si vous ne faites pas recourir votre personne après derrière et qu'il n'y a pas une remise en charge progressive, on passe à côté du boulot. Maintenant, on va parler un peu plus pratique. Comment on peut mettre en place de la réathlétisation? Est-ce qu'on peut le faire? Toi, au cabinet, tu le fais? Parce que tu as un hangar, c'est incroyable. Allez voir ce qu'il fait, c'est top. Moi, j'ai 30 mètres carrés. Je ne peux pas faire courir mes mecs sur 30 mètres carrés. Donc, je sors du cabinet. Et là, on s'oppose à des choses. L'ordre aussi va aussi juger ce genre de pratique. Et on va y revenir aussi. Et ça, c'est délicat. Comment on peut faire? Explique-nous comment toi, tu mets déjà en place, on va commencer par ça, une séance de réathlétisation au cabinet. Bon, alors déjà, moi, j'ai un mode de fonctionnement qui est assez particulier, c'est que je ne fonctionne pas sous format 30 minutes. Normalement, 30 minutes, 16,13 € la séance, c'est un peu le classique. Moi, si je prends mes ligaments croisés, on va parler de ça, c'est un peu ma spécialité, il reste entre 1 heure et 2 heures au cabinet. Bon, on est d'accord, c'est abusé, mais moi, je m'y retrouve comme ça. J'en prends plusieurs en même temps. Et je vais avoir une partie échauffement qui est pour moi hyper importante et obligatoire. Et puis derrière, j'ai la chance encore une fois d'avoir un espace de travail qui me permet de mettre en place des changements de direction, des accélérations, de soulever de la charge. Et quand je parle de charge, c'est pas une kettlebell de 16 kg, on va parler de squat à 100 kg, de deadlift à 100 kg. Ouais, de résistance maximale, ouais. Voilà. Et j'ai la chance aussi, on a une partie un peu gymnase avec un panier de basket où on peut faire du volley, on peut faire du badminton, on peut faire plein de sports. Et du coup, je peux remettre ces patients dans leur gestuelle beaucoup plus facilement que dans un cabinet de 30 mètres carrés. Comment on fait dans un cabinet de 30 mètres carrés? Ce que l'ordre dit d'une activité en dehors de nos murs, c'est que celle-ci ne répond pas aux exigences de la nomenclature et de la déontologie concernant l'exposition de la pathologie aux yeux de tous. Donc quand vous sortez du cabinet avec votre patient et que vous faites de la réathlée, vous exposez aux yeux de tous, je reprends les termes de l'ordre, vous exposez la pathologie aux yeux de tout le monde. Moi je réponds à ça, qu'en est-il un petit peu des patients qui sont à plusieurs sur un plateau technique? Pour moi c'est la même chose. Alors le fait de faire de la réathlétisation en dehors du CAB, c'est compté comme une activité foraine de la kinésithérapie. On revient sur ce qu'on a dit au début de cette discussion. Pour moi, il faut aller au bout de la rééducation et mettre tout en œuvre pour rééduquer notre patient. Et ça passe aussi par la réathlétisation. Donc je pense qu'on est sur un non-sens, malheureusement. J'espère et je pense qu'on tendra à faire évoluer un petit peu notre pratique et faire entendre raison aussi peut-être aux gens qui sont au-dessus de nous. Voilà. Moi, je vais sur les terrains. Je ne code pas un acte. Donc on parle d'ornomenclature. Donc je réalise comme un acte de préparation physique. Et sachez que futurs kinés et kinés qui sont ici, vous avez le droit d'établir des actes en dehors du cabinet.
notamment avec votre carte d'éducateur sportif. Donc tout le monde ici qui est kinésithérapeute peut faire la demande sur Internet d'une carte d'éducateur sportif. Donc on est en mesure de prendre en charge des personnes ou un groupe de personnes pour faire de l'activité physique et sportive. Voilà, ça c'est intéressant de le savoir. Ça veut dire aussi peut-être des choses aussi au niveau de son contrat d'assurance. Quand vous êtes sur un événement sportif ou quand vous êtes en dehors de votre cabinet, vous n'êtes plus assuré parce que celle-ci stipule dans votre contrat que vous êtes assuré à une adresse ou entre quatre murs. Donc ça veut dire modifier aussi simplement vos contrats d'assurance aussi et votre RC Pro, j'entends. Donc moi je vais sur les terrains, je prends 45 minutes, 1 heure avec mon patient, je fais du warm-up comme tu as dit et du vrai échauffement. Donc je passe 10-15 minutes à faire de l'augmentation, non pas de la température centrale, mais de la température musculaire, qui est à dissocier aussi, avec des manœuvres de pompage, avec du bridge, avec du travail d'hamstring, des squats, tout ça, travail en petite intensité. Et on se dirige vers un travail spécifique. Du coup, moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu travailles on parlait des ligaments croisés. Qu'est-ce que tu bosses sur une réathlée? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te permet de faire, de passer à la phase de réathlétisation avec tes LCA? Moi, je base toutes mes rééducations sur des critères. Les patients ils doivent venir valider des critères. Je sais qu'en IFMK, sur le croisé, on est encore un peu sur cette notion temporelle au niveau de la rééducation en disant peut pas courir avant 3-4 mois, peut pas retourner sur le terrain avant 6 mois, etc. etc. Aujourd'hui, il faut essayer de sortir un petit peu de ce truc-là et de se dire plutôt, à cet instant T, le patient, est-ce qu'il valide tel et tel critère? Moi, mes critères pour passer vraiment sur de la vraie réathlétisation et pas juste augmenter un peu la charge sur du renforcement musculaire, c'est tout ce qui va être bilan isocinétique, K-Start et tous les tests sur les plateformes. Moi, j'utilise Kinvent, les plateformes Delta, je ne sais pas si vous connaissez, ils sont exposants là, vous pouvez aller voir, c'est génial ce qu'ils font. Tout ce qui va être contre-mouvement jump, drop jump, tout ça. Et on doit avoir des résultats qui sont inférieurs à 10%. Donc on compare en gros à chaque fois gauche-droite. Je ne sais pas si ça vous parle, tout ce que je vous dis. Test isocinétique, ça parle à tout le monde. Bilan K-Start, ça parle à tout le monde. Non. Donc en fait, le bilan K-Start, c'est un bilan beaucoup plus fonctionnel que le test isocinétique. Le test isocinétique, on va le rappeler, vous êtes sur une machine et vous faites concrètement de la flexion-extension de genou. On teste en concentrique, on teste en excentrique et on compare gauche-droite et on doit avoir des ratios inférieurs à 10%. Le bilan K-Start, vous vous doutez bien, ça va être quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Un footballeur, quand il est sur son terrain, il n'est pas assis sur une chaise en train de faire extension-flexion. Donc je ne dis pas qu'il est acheté à la poubelle le test isocinétique, même si aujourd'hui on a des dynamomètres comme Kinvent ou Vald qui font aussi tout ça et qui nous permettent de venir quantifier la force. Mais ça va être un bilan qui est beaucoup plus fonctionnel. On va y retrouver des sauts, des réceptions de sauts, un parcours, ce qu'on appelle l'Illinois modifié, où il va y avoir de la course, il va y avoir des appuis, des changements de direction. Et on se rapproche déjà de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place derrière en réathlétisation. Et sur tout ce qui est bilan Kinvent avec les plateformes, le CMJ aujourd'hui on sait que c'est hyper important. Dans le K-Start, c'est beaucoup des sauts horizontaux, des sauts, donc tout ce qui va être side hop test, crossover hop test, triple hop test, donc c'est des sauts vers l'avant, mais pas de saut vertical. Avec les plateformes de chez Kinvent, on peut aller chercher tout ce qui est saut vertical. Il y a une étude qui est sortie là récemment, en 2023, de Kotsifaki, qui expliquait que le saut vertical était beaucoup plus important à aller quantifier sur une fin de rééducation d'un ligament croisé plutôt que des sauts vers l'avant, comme le single hop test ou le triple hop test. Donc voilà, tous ces tests-là, ils vont me permettre de me dire, OK, aujourd'hui, mon patient il est capable de passer dans cette phase de réathlétisation. On va reprendre le terrain, on va reprendre de manière beaucoup plus intense et, comme je le disais au tout début, se rapprocher du degré de fatigue, du degré de stress et d'intensité qu'il va retrouver en compétition. Quantifier et qualifier les mouvements, c'est vraiment la clé avant la réathlétisation. Et il faut même le refaire à la fin de la réathlée. Et c'est vraiment tout ce que tu as... En fait, tu as tout dit sur le bilan. Je rajouterais simplement celui aussi, peut-être, tout ce qui est, n'oublions pas, questionnaire psychologique. Les questionnaires qui nous permettent de savoir si notre patient il se sent prêt à y aller. Je te coupe, Pete, mais en fait, je ne l'ai pas dit, mais dans le K-Start, on a le questionnaire. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, l'ACLRSI. Donc l'ACLRSI, c'est un questionnaire qui reprend 12 questions, qui nous donne un score sur 100 et qui va permettre, comme le disait Pete, de venir évaluer la sphère plutôt psycho-émotionnelle. On sait que quelqu'un qui n'a pas confiance en son genou et qui a une appréhension à la reprise du sport, c'est un facteur de risque de récidive. Et pour moi, clairement, le psychologique, c'est sous-coté en kiné et on n'y fait vraiment pas assez attention. Et moi, le premier parfois. Mais clairement, je pense que sur la sphère psychologique, il ne faut vraiment pas avoir peur de si ça ne va pas, si le questionnaire n'est pas bon,
si on a un score qui est inférieur à 60 ou 50, de réorienter le patient vers, moi je réoriente beaucoup vers de la sophrologie, vers de l'hypnose ou vers simplement un accompagnement, un suivi psychologique. C'est hyper important et c'est clairement pas à négliger. Il n'y a pas juste de la force, c'est pas parce que mon gars il a des quadriceps et des ischios de feu après sa rééducation qu'il est apte à repartir sur un terrain. Pas du tout. Le gars qui s'est pris un tacle assassin au foot, je peux vous assurer que quand il doit remonter sur le terrain et se reprendre le premier tacle, il est comme ça au début. Donc voilà, c'est quelque chose à pas négliger et c'est facteur de risque de récidive. Une fois qu'on a fait tout ça, allez, on y vient et on va parler un peu de terrain maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec nos athlètes et avec nos patients en tant que tels? On l'a vu, on ne peut pas y aller à l'aveugle. Il faut vraiment mettre des chiffres sur cette décision qui est importante. Et travailler en dehors du cabinet et faire de la réathlétisation, ce n'est pas anodin. Il faut savoir aussi connaître le sport qu'on va encadrer. On ne va pas réathlétiser quelqu'un de la même façon si c'est un footballeur, si c'est un handballeur, exactement. Mais aussi à son poste. Un gardien, un défenseur, un attaquant, voilà, c'est pas la même chose. À prendre en considération aussi quand on y va sur le terrain. J'organise mes séances de la façon suivante. Je commence toujours par l'échauffement dont on a parlé. Je prends vraiment 10-15 minutes pour faire un vrai warm-up avec ce que ça entraîne derrière. Et puis ensuite, on va travailler ou la gestuelle spécifique, comme du changement de direction, comme je parlais d'un pattern de sprint aussi tout à l'heure. Ou alors on va travailler les appuis, on va travailler sur un travail de force-vitesse. Et finalement, on s'approche petit à petit des travaux de la préparation physique. C'est un peu lié. Et après, c'est la question de la limite du kiné et du préparateur physique. C'est un gros débat, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Justement, le côté où on peut nous reprocher en tant que kiné de justement la kiné qui prend un versant un peu 2.0 vers le mouvement, vers l'actif, vers la réathlétisation. Et les prépas physiques qui disent, mais en fait, vous allez finalement marcher un peu sur notre travail. Et je pense que c'est indissociable. Il faut s'entourer aussi des préparateurs physiques. Au cabinet, on les voit pas. Dans les équipes, on les voit bien sûr, donc on peut communiquer, mais le travail, il doit être comme ça. C'est vraiment main dans la main avec un préparateur physique. Et il faut aller prendre aussi des choses. Je pense que l'entraînement nous sert nous-mêmes en tant que kinésithérapeute. Quand vous allez proposer du travail cardiovasculaire pour lutter contre le détraining à votre patient, ce qu'il en faut, et pour moi, LCA, même post-op, et j'en suis sûr que tu le fais, faut y aller, faut lutter contre le détraining et travailler à haute intensité. Même sur la jambe non opérée. Exactement. Là, on rentre dans un autre truc. Eh bien, il faut savoir ce qui se passe au niveau des filières énergétiques. Donc je pense que c'est des compétences à acquérir, en plus de celles qu'on nous apprend à l'école et dans nos spécialités. Mais savoir si on est anaérobie lactique ou alactique, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut travailler avec notre mec? Et je pense que c'est complémentaire à la kinésithérapie. Je parlais des travaux, donc gestuels spécifiques et tout ça. Travailler un sprint sur 10, 20, 30 mètres, c'est énorme. Ça vous donne tellement d'indications sur votre patient. Amusez-vous à filmer aussi le changement de direction, que ce soit de face ou alors sur le côté avec vos patients. Ça vous donne déjà tellement d'indications aussi. Et déjà, rien qu'au cabinet, on peut les faire courir sur un tapis. Donc il y a déjà des choses à faire aussi en amont. Mais je vous assure que identifier ce qu'est un bon et un mauvais changement de direction, apprendre ce qu'est un cut, par exemple, le moment où on change l'appui, essayer de faire un changement de direction à 45, 90 et puis 180 degrés avec un athlète, c'est déjà énorme. Et le mec, derrière, ils adorent. Enfin, moi, cette phase de réathlétisation, elle est tellement incroyable. On n'a pas la même relation. Hein. Mais du coup, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Tout ça, clairement, on ne le voit pas à l'école. Moi, je le dis, à l'école, on m'a jamais appris à faire un squat. On m'a jamais appris à faire un deadlift. On m'a appris à faire ça avec un élastique pour renforcer ma coiffe des rotateurs. Comme on a des étudiants, est-ce que c'est toujours le cas où, rassurez-nous, non, on vous apprend à faire un peu de renfo à tous les étudiants présents? Non, est-ce qu'aujourd'hui, on vous fait faire du renfo à l'école ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Est-ce qu'il y en a ici qui sont diplômés et qui font de la réathlétisation? N'ayez pas peur. Non, aucun. C'est pas surprenant, oui. Ok. Mais du coup, qui aimerait en faire dans sa pratique? Qui aimerait, qui pense que c'est applicable et vous voyez sortir du cas pour en faire. Ouais. Et du coup, Pierre, je vais te poser une question parce que tu es, on va le dire, sur ce sujet-là, je pense plus formé que moi. Qu'est-ce que tu peux conseiller comme formation post-diplôme, comme DU, pour derrière pouvoir aller faire de la réathlétisation avec tes patients? Maintenant, c'est génial, il y a de super trucs qui existent. Je ne vais pas vous parler que des formations en kinésithérapie du sport, peu importe laquelle, ITMP, Kinésport Expert, SFMKS, peu importe, ils en parlent. On est amené à être un peu sur les terrains aussi, donc ça c'est top. Mais je pense que maintenant, il faut aller même un peu plus loin. Je vais parler d'Exos.
tu connais aussi? Je connais très bien Exos. Ouais. Américains, Texans, ils viennent en Europe de temps en temps, Exos. Sur de la réathlétisation, j'entends, hein. C'est incroyable parce que le cours est sexy à mourir, parce que les slides sont vraiment incroyables et qu'on ne voit pas encore ça en France et qu'on a envie de mettre les 2 ou 3 000 $ pour ce genre de formation-là parce que ça nous apporte des outils concrets à mettre au cabinet et en dehors aussi avec nos patients et nos athlètes. Exos, c'est pour moi incroyable. Et sinon, vous avez les DU en préparation physique qui existent en France, qui pour moi sont un peu à la ramasse encore parce qu'on est encore sur de la philosophie ancienne. Peut-être un peu dépassé, on parle vraiment d'une façon de faire. On nous apprend les bases qui vont nous servir en préparation physique et en réathlétisation avec des modules de préparation, avec des modules de réathlétisation. Mais à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y ait une formation qui existe ou kiné en réathlétisation ou kiné réathlétiseur ou ce genre de choses. Et ça, ouais, c'est un peu malheureux. Toi, comment tu es allé chercher des informations? Comment tu t'es formé là-dessus? Alors moi déjà je suis très autodidacte. J'ai pas eu l'occasion de faire énormément de formations de par le sport de haut niveau parce que j'étais tout le temps en compétition, en déplacement, etc. Mais par contre je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos. J'ai mon passé de sportif, j'ai bossé avec des prépas physiques. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi ça. Après j'ai fait quand même pas mal de formations sous format e-learning. C'était ce qui me correspondait le mieux. Mais comme tu dis, je crois qu'aujourd'hui, alors j'ai pas le nom en tête, mais je crois qu'il y a une formation qui est sortie sur un truc très spécifique React. Je sais qu'il y a aussi, alors plus sur le LCA, il y a Fred Kos qui propose une formation qui est très poussée pour le coup, mais qui apparemment est vraiment intéressante. Et, Clémence Bien-Aimée aussi, je crois, ouais, sur l'épaule, sur le membre supérieur, il y a des choses. Sur l'épaule, tu as Clémence. Mais ouais, je les connais pas toutes par cœur. Et une fois que tu as fait un peu toutes ces formations, du coup, les démarches à suivre, si tu peux un petit peu les rappeler pour aller sur les terrains, etc., qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors, je vous ai un peu évoqué les statuts juridiques par rapport à tout ça. C'est border, parce que ça n'existe pas encore. Et pour moi, on est un peu la veille de cette révolution-là en kiné et en kiné du sport. On en fera partie, c'est ça qui est génial. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire, non, je vais faire autre chose que un AMS 7.5, 2. Enfin, ce que vous voulez ou quoi, voilà. Mais je pense qu'il faut simplement aller dehors avec son patient et lui dire, écoute, il faut simplement dire à notre patient, maintenant on a fait la rééducation, je suis limité en salle. Je te propose de me régler une séance et on va dehors faire de la réathlétisation et c'est votre tarif. Et vous êtes dans autre chose, dans un tarif hors nomenclature. Je le prône ça et j'ai pas peur de le dire parce que je pense que oui, on fait de la vraie rééducation en faisant ça. Et vous allez refaire sprinter votre mec, changer de direction, travailler avec les appuis, les échelles de rythme et vous allez le faire retravailler sur des distances auxquelles lui va se confronter 2-3 semaines après votre réathlétisation. C'est un non-sens d'emmener au charbon son mec juste parce qu'il est bon en force, parce que les sauts ça va, alors que vous n'avez même pas fait un COD avec derrière, un changement de direction. Mais aujourd'hui, il y a quand même une réalité. C'est que tout le monde n'est pas équipé pour, déjà de 1, faire tous ces tests-là dont on a parlé tout à l'heure. Tout le monde n'a pas cette capacité de faire la réathlétisation comme toi tu peux la faire sur le terrain ou comme moi je peux la faire à mon échelle dans un gros centre de rééducation. Donc qu'est-ce qu'on fait derrière? T'as raison. Bon, je pense qu'avec 3 coupelles, une échelle de rythme, on fait une très belle séance aussi. Tu as parlé de Kinven tout à l'heure, allez les voir, c'est incroyable. Vraiment, ces outils-là, il vous les faut au cabinet. Mais si vous ne voulez pas mettre, je ne sais pas combien ça coûte, dans ces machines-là, sachez qu'il y a des outils qui existent et qui sont repris dans la littérature scientifique. Je pense à MyJump, je pense à MySprint. C'est 10 € sur iOS. Et ça vous donne déjà des indications sur de l'asymétrie, sur du drop jump, du CMJ-SJ. Voilà. Si tout ça, c'est du chinois, allez voir ce que c'est un counter movement jump. Tu veux nous en mimer un? C'est un SJ, voilà, surtout ça, quoi. Et tout ça, c'est pas cher, c'est reproductible et c'est scientifique. Voilà. Donc moi, je trouve ça me scie. Je travaille tous les jours avec mon iPhone posé sur un trépied et des fois, j'oublie un peu les pads et puis j'oublie un peu le dynamomètre et tout ça parce que ce n'est pas parce qu'on a retrouvé 90-100% de force chez un patient qui ne va pas aussi se reclaquer derrière. Sur un disque jambier, on va prendre ce cas-là parce que c'est touchy, c'est multifactoriel. On est tous d'accord pour le dire. Ça va dépendre de votre tilt, de l'antéversion du bassin. Ça va dépendre de manque de force dans l'ischio-jambier, ça va dépendre de plein de choses. Chaque personne ne se claque pas un ischio-jambier et ne se fait pas une LMA grade 2-3 pour les mêmes raisons. Et c'est multifactoriel. Amenez votre mec sur un terrain et regardez un sprint au ralenti. Regardez comment il va abaisser ou pas les épaules. Comment est son centre de gravité, son centre de masse. Comment ça se passe au niveau de sa jambe arrière. Comment ça se passe au niveau de son appui au sol. Tout ça, vous ne pouvez pas le tester au cabinet. Et c'est pour moi un non-sens justement de ne pas y aller pour tester ces choses-là. Donc je pense que
allons-y, tous ensemble. On verra un peu ce qui se passe aussi derrière, mais il va nous arriver que des belles choses pour les patients, ça c'est sûr. Pour nous, je sais pas encore. Voilà. Mais voilà, ouais, je sais pas si c'était, j'ai répondu un peu à ta question. Et je rebondis aussi sur une chose, tu me parlais des formations. Il y a ce grand monsieur qui est sport scientist, et je pense que certains le connaissent, je parlais des ischio-jambiers. Pierre Samosino et Jean-Benoît Morin, c'est des travaux incroyables sur les ischio-jambiers notamment, disponibles sur PubMed et à droite à gauche. Ils font des formations, il y a beaucoup de kinés et de plus en plus, Dieu merci, des kinés qui vont se former sur un peu de base en préparation physique. Et en fait, Jean-Benoît Morin donne des solutions en fait, sur les lésions musculaires des ischio-jambiers, que nous, on ne nous apprend pas nulle part, peu importe la formation. Et donc je pense qu'il y a des choses à piocher dans la préparation physique qui sont tellement bonnes à prendre pour notre pratique. Très bien. Rien à rajouter. On a fait un bon tour ouais, sur la réathlétisation. Est-ce que on va vous faire puis le micro aussi. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ouais. Déjà, je voulais dire, il y a un DU qui existe, qui est donné à Angers justement. Ça s'appelle le DU prophylaxie et réathlétisation du sportif. Plus près. Non, plus près. Ouais. Ok. Et ensuite, genre, vous dites que vous devez travailler avec des prépas physiques. Mais comme vous l'avez dit, c'est un peu voler leur métier. Aujourd'hui, moi, je travaille, je suis en SP, je suis en STAPS. Là, je suis en master. Et normalement, en sortant mon diplôme, je suis censé être réathlétiseur, préparateur physique, SP réathlétisation. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu, on peut travailler ensemble. Un kiné peut faire toute la partie rééducation et à la suite de ça, donner sa pratique à un réathlétiseur spécifique. Pour moi, il n'y a pas de guerre entre les deux. Parce qu'on fait le même travail. Et voyons vraiment les deux bulles de la performance comme ça. Il y a le moment de la réhab et elle est confondue avec celle de la performance. Et donc pour moi, on fait un travail de performance main dans la main avec le préparateur physique. J'aimerais que les préparateurs physiques m'apprennent plein de trucs sur les filières énergétiques et moi, j'aimerais leur montrer comment un mec doit changer de direction. Un bon pattern de COD. Et je pense qu'on a des choses à aller chercher l'un vers l'autre. On pique le boulot de personne. C'est la même discussion qu'avec les ergos, les kinés, tout ça. En fait, on bosse ensemble, je pense. Ceux qui sont capables de le faire, c'est génial. Ceux dans le foot, là où je viens, ne sont pas capables de le faire pour des questions d'ego. C'est dommage. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter que moi, la vision que j'avais jusqu'à maintenant, c'est plutôt le préparateur physique va vraiment être axé plus sur la performance. Et nous, en réathlétisation, c'est quand même dans un but de prévention aussi, éviter les rechutes. Donc là, peut-être la petite différence que je ferais, elle est plutôt là. Et moi, j'ai une autre vision. C'est qu'en fait, pour moi, le kiné, il est sous la tutelle le patient, pardon, il est sous la tutelle du kiné tant qu'il est blessé. Et il va passer chez le prépa physique une fois qu'il est plus blessé. On prend l'exemple du ligament croisé. Pour moi, le ligament croisé antérieur, et tu l'as vu en stage avec moi, Lucas, tant qu'il n'est pas retourné à 100% sur le terrain, pour moi, il est toujours considéré comme blessé. Et il est toujours censé voir un kiné. Après, on est bien d'accord que la limite, la barrière, elle est minime, elle est petite. Mais je rejoins un peu Pierre sur ce qu'il dit. Venez, travaillons ensemble, main dans la main, plutôt que de se tirer la bourre et d'avoir des problèmes d'ego surdimensionnés. Voilà. Mais moi, ma vision, c'est que tant que le patient il est blessé, et j'entends par blessé, à 8 mois de ton ligament croisé antérieur, si tu n'as pas repris ton sport, tu es encore blessé. Voilà. Et le jour où tu reprends compétition 100% et que tu joues ton match complet, tu n'es plus blessé, c'est plus de mon ressort, prépa physique. Et le prépa physique peut continuer le travail de réathlétisation, mais va venir peut-être travailler plus sur l'aspect performance. Voilà. C'est ma vision. Elle est totalement personnelle. Un exemple plus pour ta question, c'est pas le même boulot. Une chose que je faisais pas du tout et que les prépas font, c'est du monitoring. D'avoir un GPS, un cardio-fréquence-mètre quand on fait de la réathlétisation. Qu'est-ce que mon 3 x 20 aller-retour sur terrain de 100 mètres, qu'est-ce que je fais en fait? Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de sa fréquence cardiaque. Et rien que ça, c'est la préparation physique qui nous le donne. Et en kiné, jamais on nous parle de ce genre de choses. Mais on a besoin de savoir comment il monte et comment il descend, notre patient. Est-ce qu'il va monter direct à 180 battements par minute ou est-ce qu'il reste à 130? Comment je dois adapter mon nombre de répétitions, de séries, tout ça. Là, on est dans de la prépa. Mais pour moi, c'est quand même de la rééducation aussi, tu vois. Genre, et pour moi, c'est là où on doit piocher des choses et eux, on leur rendre aussi voilà, des connaissances aussi. Et je pense que voilà, ça, c'est un bon exemple, je pense. Et puis, je pense aussi que toi, par rapport à ce que tu as fait, aujourd'hui, les kinés, on a accès à des DU en prépa physique. Donc, le principe de faire ton DU en prépa physique, c'est que derrière, tu as aussi cette casquette de préparateur physique. Certes, c'est toujours la casquette peut-être de kiné que tu vas mettre en avant, parce que tu vois des patients qui sont blessés, tu vois des sportifs qui sont blessés, mais tu as quand même cette casquette de prépa physique une fois que tu as fait ton DU. Donc
Voilà, mais moi je suis vraiment le pour. Moi je suis dans un monde de bisounours, hein, mais je suis vraiment pour travaillons ensemble, tous ensemble, plutôt que de se tirer la bourre. Vraiment. Ouais, il est possible ce travail, vraiment. J'ai envie d'y croire. Mais c'était une super question en tout cas et ouais, il faut la Est-ce qu'il y soulever. a d'autres questions? Alors, on a beaucoup parlé de la réathlée, mais moi, je voulais connaître le temps que vous accordez en fait au travail sur table et peu importe les phases de rééducation. Je réponds pas parce que je sens qu'il veut répondre. Non, non, alors moi en fait ma réponse elle va être, va être très vite vue. Travail sur table, et je vais reprendre l'exemple du ligament croisé antérieur. Je l'ai dit l'année dernière au salon, ça en avait choqué plus d'un. Moi un ligament croisé antérieur, hormis complications, il est quasiment jamais sur table. Mais vraiment jamais sur table. Un genou, il se rééduque debout. Alors oui, sur la première semaine post-opératoire, je veux qu'il réveille son quadriceps, je veux lutter contre la MI, etc. Il va être sur table. Mais très sincèrement, au bout de 15 jours, si mon patient il est capable d'être debout, de tenir en équilibre sur une jambe, qu'il a plus ou moins le verrouillage actif de son genou, travail sur table, zéro. Mais vraiment zéro. Voilà. Du coup, moi, je donne une autre réponse. Ben, moi, tout le temps, tous les jours. Et même quand je suis en réathlé, le mec passe sur la table. Parce que j'ai besoin de ressentir des choses, j'ai besoin de savoir son état de forme. Et puis, ça passe aussi par... je prends l'exemple en club. Il vient d'abord sur la table. On discute, tiens, ça va, ça a été la séance d'hier, c'est un moment entre lui et moi. J'en ai besoin. Et oui, je fais du traitement actif et je suis persuadé que c'est la meilleure façon de faire aussi. Mais même une séance de réathlétisation, je la prépare déjà avant. Vas-y, tu te mets sur le ventre, on fait un peu d'excentrique sur le l'ischio et tout ça. Voilà. Moi, c'est la réponse que je donne à ça. Tu vois. Voilà. Après, attention, mes patients, ils viennent de temps en temps sur table. Mais je veux dire... c'est ça, ouais. Je veux dire, mon patient, il peut être sur une table comme il peut être sur un tapis, au sol. Donc, en fait, voilà. Moi, c'est vrai que la table, j'en fais pas beaucoup. J'aime pas m'enfermer dans mon cabinet entre quatre murs. Alors, je suis pas claustrophobe, mais j'aime pas ça. Mais voilà. Moi, par contre, je suis tout le temps au plus près de mes patients. Quand ils sont sur le vélo, ce côté, je viens discuter avec lui, prendre la température, comment il va, etc. Je le fais à ce moment-là. Mais bien évidemment, s'il y a besoin d'un travail sur table, par exemple sur les croisés, si j'ai besoin de venir fatiguer un petit peu les ischio-jambiers, je vais le faire sur table. Si j'ai besoin de mobiliser un peu une rotule, je vais le faire un petit peu. Voilà, je suis pas non plus... je le dis un peu comme ça pour choquer, mais c'est pas vrai. Mais c'est juste pour dire que le discours que moi je tiens, c'est qu'un genou, il se rééduque debout. Il se rééduque pas sur une table. Et honnêtement, j'allais dire, j'ai pas de chance, mais si, c'est une chance pour moi. J'ai des chirurgiens à Angers qui me renvoient des patients qui ont été opérés, qui sont à 6 mois, 1 an de leur rééducation, et qui me demandent de faire un bilan, et qui, honnêtement, c'est catastrophique. Et c'est pas, on ne doit pas dénigrer nos confrères, mais moi, quand là, j'ai récupéré un handballeur, il est à 3 mois post-op, et il me dit que son kiné lui fait des massages énergétiques depuis 3 mois, j'ai envie de pleurer. Enfin, je pleure. Des larmes de sang en plus. Hein. J'ai vraiment voilà. Non, mais blague à part, un genou et n'importe quelle pathologie du genou ou de la cheville ou quoi, ça doit se rééduquer debout, surtout quand on fait du sportif. Je reviens à ce que je disais par rapport à la machine isocinétique. Le sportif, il n'est pas assis sur une machine en train de faire de la flexion-extension, il est debout en train de courir, en train de sauter, en train de shotter, en train de... Enfin voilà. Donc à un moment donné, si on ne le remet pas un minimum dans ces conditions-là, pour moi, on fait pas 100% de la rééducation. On va finir avec la dernière question, parce qu'après on doit... Ouais, bientôt. Ouais. J'ai ma montre qui s'est arrêtée, c'est peut-être un signe pour dire qu'on peut continuer. Alors, ma question, c'était par rapport au fait que vous ayez intégré le monde du sport. Je voulais vous demander, à partir de quand vous avez pu intégrer le monde du sport? Est-ce que c'était directement après vos études de kiné? Est-ce que vous avez attendu d'avoir validé le diplôme de kiné sportif? Ou vous avez attendu, encore une fois, d'avoir validé des DU ou autre? Alors Pierre, il va pouvoir plus répondre parce qu'il lui, il a pour le coup vraiment intégré le monde du sport en travaillant avec des clubs, chose que moi j'ai jamais fait pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, que j'étais sportif professionnel et qu'aujourd'hui je viens d'arrêter ma carrière et que c'est pas pour tout de suite. J'ai pas envie de rebasculer encore dans un schéma où je suis pas là tous les soirs, où je suis pas là les week-ends. Mais moi j'ai orienté ma pratique vers les sportifs dès que j'ai été diplômé. Pour la simple et bonne raison que j'ai bossé dans des endroits où il y avait beaucoup de sportifs et que j'ai eu la chance de rencontrer un chirurgien en Belgique au début, parce que j'étais en Belgique, qui bossait sur du genou et qui opérait beaucoup de sportifs professionnels et qui m'a fait confiance assez rapidement. Donc voilà, mais Pierre, je pense que tu pourras mieux répondre que moi sur le côté disponibilité, etc. C'est une grosse question qu'on se pose quand on veut bosser dans le sport et qu'on sort des études. Et ma réponse, elle est hyper rapide, c'est
En fait, même déjà quand tu es étudiante. On n'a pas forcément besoin d'avoir une formation de kiné du sport pour être kiné du sport. On en parlera demain sur le salon, à la A3, ici même. Pour moi, un kinésithérapeute du sport, c'est quelqu'un qui veut y aller, qui a du temps, qui veut fermer aussi les yeux sur un possible salaire assez bas et qui est animé par un besoin de performance, de connaissance et qui veut aller même un peu plus loin. Donc la réponse, elle est simple, c'est si tu veux être kiné du sport, c'est même dès le début de dès le début de ta pratique. Je suis allé dans une structure professionnelle en ayant déjà des diplômes, en ayant déjà kinésport et tout ça. Et on m'a dit, mais c'est quoi kinésport en fait? C'est quoi kinésport expert? C'est quoi tout ça? Vous vous adressez à des personnes dans les structures qui sont staff technique, qui sont entraîneurs, qui sont coachs, qui sont prépas. Et ils ne savent absolument pas ce qu'on fait nous en médecine. Donc ils vont prendre aussi la personne qui est disponible, qui a l'envie, qui va sacrifier son samedi et son dimanche aussi. Donc en fait la question c'est plutôt toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Si vous voulez aller dans une structure sportive, je ne parle pas du Real Madrid, bien sûr, mais d'un niveau normal, vous pouvez y aller. Et pour moi, ça commence déjà même pendant les études. Ça commence à aller toquer à la porte du club de basketball dans votre village, dans votre ville, et vous êtes déjà en train de faire de la kinésithérapie du sport. Et il ne faut pas savoir faire un strap, du K-tape et tout ça pour y aller. Vous avez des connaissances déjà en étant étudiant sur de la mobilité, du massage, de la récupération, sur plein de choses. Et si vous avez envie d'y aller et de vous confronter à la réalité du sport, c'est déjà super. Pour moi, elle est là, la réalité. C'est si vous voulez être kiné du sport, c'est plutôt qu'est-ce que vous attendez de votre semaine, de votre salaire à la fin du mois, de tout ça. Et tout le monde qui a l'envie peut intégrer un certain niveau. Ça commence souvent par des centres de formation. On voit souvent ça. En tout cas, moi, ça a été mon cas dans le football. Puis après, tu passes dans un milieu un peu plus professionnel. Puis ça se fait petit à petit avec l'expérience et avec cette hiérarchie-là. Mais je suis persuadé que même dans des fédérations, on entend encore beaucoup parler de bouche à oreille. C'est une réalité à laquelle je ne voulais pas croire au début dans ma pratique, mais c'est une réalité. Je pense que celle-ci va tendre à changer aussi, je pense, avec nos connaissances. Mais oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça que je veux dire. Je réponds à ta question. Ouais. Oui. J'allais faire la conclusion, mais non, on va devoir malheureusement lâcher le micro. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quoi que ce soit, sur le sport, sur l'archidée ou autre, n'hésitez pas, on peut se retrouver sur le stand où il y a la vente de livres, etc. Ok, avec grand plaisir. Merci pour vos questions. Merci pour Merci beaucoup. votre écoute.